Dans les années 1920, la théorie quantique semble le meilleur espoir pour pouvoir comprendre ces étranges phénomènes. Elle suppose que les atomes ne se comportent pas toujours comme des particules individuelles. Parfois, ils fusionnent et se comportent comme des ondes. Ils peuvent même être des particules et des ondes en même temps. Ce curieux paradoxe est difficile à accepter, même pour de grands esprits comme Albert Einstein. En 1925, un jeune physicien indien du nom de Bose envoie à Einstein un article qu'il n'a pas pu faire publier. Dans cet article, il applique les mathématiques qui régissent le comportement des particules légères aux atomes. Séduit par cette idée, Einstein entreprend des calculs supplémentaires. Il prédit qu'en descendant à de très basses températures, une fraction au-dessus du zéro absolu, il sera possible de produire un nouvel état de la matière obéissant aux principes quantiques. Cet état ne sera ni solide, ni liquide, ni gazeux. On lui donne donc un nom presque aussi étrange que ses propriétés, le condensat de Bose-Einstein. Pendant les 70 années qui suivent, la création de ce condensat reste un rêve. La matière peut avoir différents états. Les atomes portés à haute température forment toujours des gaz. Si on refroidit le gaz, il devient liquide. Si on refroidit le liquide, il devient solide. Mais dans certaines conditions, si on refroidit les atomes jusqu'à des températures très basses, ils subissent une très curieuse transformation, une sorte de crise d'identité. Je vais vous montrer ce que j'entends par là. Quand vous descendez à des basses températures, les propriétés mécaniques quantiques des atomes deviennent importantes. Ce sont des propriétés très étranges, mais chacun de ces atomes commence à avoir des propriétés ondulatoires. Au lieu de points comme ceci, on a des petits paquets d'ondes. Il est très difficile d'expliquer pourquoi, mais c'est ce qui se passe. Maintenant, à des très basses températures, ces paquets d'ondes deviennent de plus en plus longs. Et soudain, si on les refroidit suffisamment, ils commencent à se chevaucher. À ce moment-là, le système se comporte non pas comme des particules individuelles, mais comme des particules qui ont perdu leur identité. Elles ont l'impression d'être partout. Ce petit paquet d'ondes ici est incapable de dire s'il est celui-ci, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Il est là, là et là. Ils sont tous réunis dans un seul grand ensemble quantique. Ils se chevauchent tous, ils font tous la même chose. Disons, pour en donner une bonne approximation, qu'ils sont tout simplement au repos. Ce condensat de Bose-Einstein est très difficile à imaginer. Je peux imaginer ce que c'est que d'être un atome en train de se déplacer librement, de rebondir, d'aller parfois vite, parfois lentement. Mais dans le condensat de Bose, je suis partout à la fois. J'ai perdu mon identité. Je ne sais plus qui je suis. Je suis au repos et tous les autres atomes sont au repos, sauf qu'il n'y a pas d'autres atomes autour de moi. Nous formons un seul grand système quantique. On ne trouve rien de semblable en physique, ni dans l'expérience humaine. Le simple fait d'y penser suscite en moi l'émerveillement et la confusion. Au MIT, Daniel Kleppner et son équipe ont tenté de produire un condensat de Bose-Einstein avec de l'hydrogène. Tout semblait indiquer que l'hydrogène était l'atome idéal pour la condensation de Bose-Einstein. C'était une expérience visionnaire. Il fallait que nous refroidissions l'hydrogène 1000 fois plus que cela n'avait jamais été fait et obtenir des densités 1 million de fois supérieures à ce qui avait jamais été obtenu. Ça a été une période frustrante parce que nos méthodes étaient si complexes que nous avions du mal à progresser. Il est temps pour la génération suivante de prendre la relève. Deux physiciens qui ont travaillé avec Kleppner partent s'installer à Boulder, dans le Colorado. Ils conçoivent une nouvelle approche.
Au lieu de se concentrer sur les atomes les plus légers du tableau périodique, Eric Cornell et Carl Wieman décident de se servir d'atomes métalliques bien plus lourds, comme le rubidium et le césium. Ces atomes géants vont-ils leur permettre de s'approcher plus près du zéro absolu? À l'époque, beaucoup pensaient que les éléments légers comme l'hydrogène et le lithium convenaient mieux. Mais nous avions d'autres idées. Oui, une intuition en quelque sorte. Ils comptent utiliser un rayon laser pour refroidir les atomes, une technique qui a déjà été essayée au MIT. On associe souvent le laser à la chaleur, mais quand on le règle sur la même fréquence que des atomes se déplaçant à une certaine vitesse, le laser peut refroidir ces atomes. Quand le flot de particules lumineuses frappe les atomes voulus dans un nuage de gaz, ceux-ci ralentissent et deviennent donc plus froids. Le refroidissement par laser est une nouvelle technique qui offre la possibilité d'abaisser la température d'un gaz à seulement quelques millionièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Cornell et Wieman ne sont pas les seuls à être enthousiasmés par cette perspective. Un nouveau chercheur a fait son entrée au MIT. Fin 81, début 82, on s'est dit qu'en disposant les rayons laser différemment, on pourrait refroidir les atomes jusqu'à atteindre une densité supérieure. Et ça a marché. Ça a vraiment marqué un tournant. Je n'oublierai jamais notre excitation pendant les réunions, quand on discutait de ce qu'on allait faire ensuite, parce qu'à des densités supérieures, on peut faire beaucoup de choses. Arriverait-on à la condensation de Bose-Einstein? Soutenu par le MIT, Ketterle construit un laboratoire laser pour tenter de produire un condensat d'atomes de sodium. Voici un four à jet atomique. Sous le papier d'aluminium, il y a une petite chambre à vide où on chauffe du sodium métallique jusqu'à ce qu'il s'évapore. Et c'est avec cette vapeur de sodium qu'on essaye de réaliser la condensation de Bose-Einstein. Le MIT, Boulder et plusieurs autres laboratoires poursuivent le même objectif. Cela rappelle la course pour produire de l'hélium liquide près d'un siècle plus tôt. Comme je dis à mes étudiants, tout ce qui mérite d'être fait doit être fait rapidement, parce que la science ne cesse de progresser, qu'on est mortel et qu'on a envie d'accomplir des choses. Tandis que le MIT s'équipe de couteaux lasers industriels, Carl Wieman adopte une démarche différente. Durant toute ma carrière de physicien expérimental, j'ai toujours pensé que la technologie jouait un grand rôle. Imaginer une meilleure façon de réaliser une expérience est payant à long terme pour la physique. Parfois, il démontait de vieux télécopieurs pour récupérer les composants qui produisent le laser. Et il les mettait dans un appareil qu'il bricolait lui-même pour faire de la spectroscopie et du refroidissement par laser. Voici notre premier piège magnéto-optique. C'est un appareil en verre dans lequel on pouvait envoyer des rayons laser depuis toutes les directions et piéger quelques-uns des atomes qu'on voulait refroidir. En plus de bombarder les atomes avec des lasers, il les piège dans un champ magnétique intense. On peut avoir toutes les bobines à l'extérieur du système à vide. Ça rend les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. On testait divers types de pièges magnétiques, d'imagerie ou de refroidissement. Tout ce qu'on pouvait faire sans être obligé de reconstruire une nouvelle chambre à chaque fois. On a testé 4 pièges magnétiques en 4 ans, au lieu de mettre 3 ou 4 ans pour en faire un. Plus souple et plus rapide, les deux chercheurs de Boulder espèrent battre leur ancien laboratoire. Mais les chercheurs du MIT ne l'entendent pas de cette oreille. Ils veulent aussi la victoire.
Il y avait une compétition, mais c'était amical. Imaginez deux sportifs qui suivent les mêmes entraînements, qui s'entraident, qui échangent même des conseils. Mais quand sonne l'heure de la course, chacun veut être le premier. Tous utilisent le piégeage magnétique et le refroidissement par laser. Mais pour s'approcher au plus près du zéro absolu et amener les atomes de gaz à l'état quantique prédit par Einstein, une autre technique est nécessaire, le refroidissement par évaporation. C'est comme ce café. La vapeur qui se dégage est composée des molécules les plus chaudes, et elles emportent plus que leur part d'énergie. Dans le cas des atomes, on les conserve dans une sorte de bol magnétique. Ils se déplacent à l'intérieur, et les plus chauds ont assez d'énergie pour remonter le long de la paroi et tomber en dehors en emportant avec eux bien plus que leur part d'énergie. Les atomes restants ont de moins en moins d'énergie, ils se déplacent moins vite et se regroupent dans le fond. On abaisse alors le bord du piège magnétique pour qu'il y ait toujours quelques atomes qui puissent s'échapper, jusqu'à ce que les derniers atomes restants se réunissent au fond du bol, deviennent de plus en plus froids et de plus en plus denses. Et là, l'évaporation provoque la condensation de Bose-Einstein. La course pour produire le fameux condensat s'intensifie. Dans tous les colloques, Cornell et moi-même donnions une conférence. Nous étions conscients que nous poursuivions le même objectif. On était partagés. D'un côté, c'était flatteur parce qu'ils utilisaient une méthode que nous avions inaugurée. D'un autre côté, ça nous rendait nerveux parce que science rime avec compétition et on voulait être les premiers à réussir. On pensait qu'on le méritait, même si c'est vrai qu'on avait un peu court-circuité le groupe du MIT qui nous avait appris tant de choses. Carl Weyman a été cité dans un article disant qu'il espérait que le groupe du MIT réussirait en premier et aurait le prix Nobel, et que l'équipe de Boulder pourrait faire toutes les expériences intéressantes. C'était gentil, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le 5 juin 1995 est un grand jour dans l'histoire de la physique. L'équipe de Boulder crée enfin ce qu'Einstein avait prédit 70 ans auparavant. Un condensat de Bose-Einstein. Notre première réaction a été de nous dire « Prudence ». Réfléchissons bien, faisons toutes les vérifications possibles pour nous assurer qu'il s'agit vraiment de la condensation de Bose-Einstein. Un condensat, c'est comme un vampire. S'il est touché par le soleil, il meurt. Son domaine est celui de l'obscurité. Mais on peut le prendre en photo en flashant le faisceau laser très vite. En mourant, le condensat projette une ombre qui est capturée sur la pellicule. Weyman et Cornell ont créé un condensat de Bose-Einstein à partir d'un nuage de 3000 atomes de rubidium. C'est le premier condensat de l'univers, pour autant qu'on le sache. Ils atteignent une température située à 170 milliardièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. La première chose à savoir sur le condensat de Bose-Einstein, c'est que c'est très froid. Dans cette pièce, la température est bien supérieure au zéro absolu. Et si la température de la pièce est représentée par Londres, à des milliers de kilomètres, et si ici à Boulder c'est le zéro absolu, la température la plus froide qui soit, à quelle distance le condensat est-il du zéro absolu? Si Londres est la température ambiante et que le zéro absolu se trouve là où je suis, la condensation de Bose-Einstein n'est séparée du zéro absolu que par l'épaisseur d'une mine de crayon. Quelques semaines après l'équipe de Boulder, Wolfgang Ketterle produit un condensat encore plus gros, à partir de 10 millions d'atomes de sodium. Enfin, la mécanique quantique n'est plus un charabia théorique,
mais un phénomène observable à l'œil nu. Wyman, Cornell et Ketterle se partagent le prix Nobel de physique en 2001. À propos du prix Nobel et de la cérémonie, ce dont tout le monde se souvient, c'est qu'Eric a oublié de s'incliner devant le roi. Oui, j'ai enfreint le protocole. Et je n'ai aucune excuse, parce qu'on nous avait préparé, on nous avait montré comment s'incliner devant le roi, mais j'ai réussi à tout gâcher au dernier moment. J'ai pensé que Karl, qui venait après moi, ferait la même erreur pour qu'on ne se rende compte de rien. Mais il a été parfait. J'ai été prévenu pour le prix Nobel par un coup de fil à 5h30 du matin. Vous vous levez, vous décrochez et quelqu'un vous dit « Félicitations, vous avez gagné le prix Nobel ». Vous êtes fatigué, votre cerveau fonctionne au ralenti, mais vous vous rendez compte que c'est énorme. Vous ressentez de la fierté pour le MIT, pour vos collaborateurs, pour vous-même. C'est merveilleux de voir que votre travail est reconnu de cette façon. Comme n'importe quelle grande aventure, la recherche scientifique n'offre aucune garantie de succès. Mais pour le père des atomes ultra-froids, la persévérance a fini par payer. Après 20 ans de tentatives pour obtenir un condensat dans l'hydrogène, Daniel Kleppner est enfin arrivé au but. Pendant quelques brefs instants, son rêve est devenu réalité. Nous étions ravis, tout le monde était ravi. On travaillait là-dessus depuis si longtemps. C'était un peu gênant d'avoir été à l'origine de tout ça et d'avoir travaillé d'arrache-pied sans succès et de voir d'autres réussir. Alors quand on a réussi à notre tour, tout le monde était heureux. Voir 20 ans d'efforts, de patience, de frustration et de ténacité finir par porter leurs fruits à quelque chose de libérateur. Je n'oublierai jamais l'ovation faite à Daniel Kleppner quand il a annoncé qu'il avait réalisé la condensation de Bose-Einstein dans l'hydrogène. Tout le monde s'est levé, c'était comme une symphonie. On poussait des hurrahs, on pleurait, parce qu'on se rendait compte qu'ils avaient fini la course, mais trop tard. C'était eux qui avaient donné l'impulsion à tout ce domaine de recherche, et c'était donc un moment très émouvant. Pour les pionniers qui ont réalisé le rêve d'Einstein et créé des condensats, une extraordinaire décennie vient de s'achever. À présent se profile un nouveau défi. Trouver des applications pratiques pour les atomes ultra-froids. Les bénéfices d'une avancée scientifique mettent parfois longtemps à s'imposer. Beaucoup avaient prédit qu'au XXIe siècle, la Terre serait sillonnée par des lignes à haute tension supraconductrices et des trains maglev à grande vitesse. Aujourd'hui, alors que les ressources énergétiques de la planète s'amenuisent, ces technologies à basse température, autrefois considérées comme coûteuses, vont peut-être prendre leur essor. À présent, c'est la nature quantique de la frontière du froid qui captive l'imagination. Des appareils quantiques super refroidis permettent de suivre l'activité magnétique du cerveau. Et les atomes froids sont transformés en ordinateurs quantiques. Je suis ingénieur quantique, je manipule des atomes. Pour fabriquer un ordinateur avec des atomes, il faut faire en sorte que les atomes enregistrent l'information, puis la traitent. Pourquoi fabriquer des ordinateurs quantiques? Parce que c'est cool, que c'est amusant et qu'on peut le faire. Vous prenez des atomes, et si vous leur demandez gentiment, ils font des calculs. C'est très amusant. Vous avez parlé à un atome récemment, c'est génial. Apprenez à leur parler, et ils vous répondront.
Le monde quantique est le monde de l'ultra petit. C'est comme une contrée sauvage où vous n'êtes encore jamais allé. Tout vous paraît étrange. Vous voyez des choses que vous n'avez encore jamais vues. Mais si vous voulez vraiment voir ce qui s'y passe, vous ne devez pas faire de bruit. Si vous allez dans cette contrée sauvage et que vous faites blabla, blabla, vous ne verrez jamais rien parce que tous ces phénomènes exotiques sauront que vous êtes là et resteront cachés. Si vous faites beaucoup de bruit, c'est mauvais. Et au niveau quantique, au niveau microscopique, le bruit, c'est la chaleur. Pour observer ces effets exotiques et étranges, vous devez être silencieux, très silencieux. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit, ce qui veut dire qu'il faut refroidir les choses. Contrairement aux ordinateurs classiques où chaque décision repose sur un bit d'information, qui est soit un 0, soit un 1, dans le monde quantique, les règles changent. À première vue, un ordinateur quantique n'a rien de spécial. Mais la mécanique quantique est étrange, elle est bizarre. Les ordinateurs quantiques exploitent cette étrangeté. Prenons un bit quantique, ou qubit. Le qubit peut être un 0 ou un 1, mais il peut être un 0 et un 1 en même temps. C'est presque une Si vous examinez parallèle, mais dans l'ordinateur parallèle, un processeur fait une chose, un autre en fait une autre, aussi bien que vous avez deux processeurs qui travaillent. Dans un ordinateur quantique, il n'y a qu'un seul processeur qui fait les deux choses en même temps. Dans ce vase de Dewar géant, il y a un prototype d'ordinateur quantique entouré d'un aimant supraconducteur à très basse température. À l'avenir, le calcul quantique pourra servir à prédire des interactions quantiques. Par exemple, la façon dont un nouveau médicament agit sur un dysfonctionnement biochimique. Ou à résoudre des problèmes de chiffrage complexes, comme le décryptage des nombres premiers, essentiel pour la sécurité des paiements par carte de crédit sur Internet. Cet univers quantique est une nouvelle terra incognita, rendue accessible par la descente vers le zéro absolu. La science a accompli un remarquable voyage vers des contrées inconnues, bien au-delà des limites étroites de la Terre. Sur l'échelle Kelvin des températures, qui débute à 0 pour le zéro absolu, la température du Soleil est d'environ 5000 K. À 1000 K, les métaux fondent. À 300 K, on atteint la température d'une pièce ordinaire. L'air se liquéfie à 100 K. L'hydrogène à 20 et l'hélium à 4. L'espace intersidéral est à 3 K au-dessus du zéro absolu. C'est l'endroit le plus froid qui existe en dehors des laboratoires. Mais la descente ne s'arrête pas là. Avec les réfrigérateurs ultra-froids, la virgule décimale se déplace de 3 crans pour atteindre quelques millièmes de K. Avec le refroidissement par laser, elle se déplace de 3 crans supplémentaires pour arriver à 1 millionième de K, soit la température d'un condensat de Bose-Einstein. Et avec le refroidissement magnétique, elle se déplace d'encore 3 crans. C'est la température la plus basse jamais enregistrée qui a été atteinte dans un laboratoire d'Helsinki, 100 picokelvin, ou un dixième de milliardième de K au-dessus du zéro absolu. Sera-t-il possible de descendre un jour jusqu'au bout pour atteindre le but ultime, 0 K? Arriver au zéro absolu est difficile. Personne n'est jamais arrivé à 0,000 avec un nombre infini de zéros. Le dernier infime fragment de chaleur est de plus en plus difficile à extraire. Et le temps qu'il faut pour l'extraire devient plus long à mesure que la quantité d'énergie impliquée diminue. Si bien que pour y arriver, il faudrait un temps aussi long que l'âge de l'univers, et aussi un appareil de la taille de l'univers, mais ça c'est une autre histoire. Le zéro absolu est peut-être impossible à atteindre.
Mais la progression vers cette destination ultime a permis de révéler beaucoup des secrets fondamentaux de la matière. Si notre passé a été marqué par la domestication de la chaleur, notre avenir réside peut-être dans la poursuite des efforts pour conquérir le froid. La semaine prochaine, remontons le temps. L'objectif ? Découvrir qui furent ces derniers Romains qui vécurent à Sagalassos jusqu'au 7e siècle.